Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une petite vidéo de correction du QCM et de l'étude de cas qu'il fallait faire sur Dubaï. Alors avant de commencer la correction de ce QCM, regardez que y a eu un petit souci parce qu'en fait les mauvaises réponses ont été comptabilisées et qu'il y a... C'est un coquin Augustin, papa il a enregistré une vidéo. Voilà, donc ça c'est les joies de la parentalité. Faites attention au moment où vous voulez faire des enfants parce qu'après c'est pour toute la vie quand même. Hein. Donc, je disais, dans la gestion des notes, il y a 1 point par bonne réponse, moins 1 par mauvaise réponse, alors que d'habitude je mettais 0. Et donc du coup je me suis retrouvé avec des élèves qui avaient des notes négatives, GG. Voilà, c'était pas fou. Donc j'ai manuellement regardé pour chaque élève finalement le nombre de bonnes réponses et j'ai modifié les notes de manière à ce que s'il y avait 14 bonnes réponses et 6 mauvaises réponses, la note qui lui était attribuée c'était 8, et bien moi je lui ai mis 14. Voilà, de rien, de rien. C'est mon petit geste commercial. Ça fait quelques temps là que le confinement il a duré. Je pense qu'il passe un petit peu sur tout le monde. Il faut être humain, il faut s'entraider, hein, même entre élèves et profs. Voilà. Donc démarrons sans plus tarder ce questionnaire. Alors, et j'ai même pas révisé le cours avant de le faire, donc j'ai un peu le trac là. Depuis 1950, le nombre de touristes internationaux a, et vous voyez, hein, c'est Lucas qui m'avait demandé de faire ça là, de mettre le nombre de réponses. J'ai cédé, je suis faible. Donc il y a 2 réponses. Donc ça a dépassé la barre des 1 milliard, oui, je crois on est à 1,3 milliard. Et ça a été multiplié par 50, il me semble. Vous voyez, alors que là, sinon, en temps normal, vous seriez fait piéger. Mais là, non, réfléchissez un petit peu. Vous dites, il y a 2 réponses, donc je vais réfléchir jusqu'à trouver ces 2 réponses. Alors, oh, ça c'est coquin. Là j'étais un peu coquin. Les touristes vont majoritairement, mais ils restent majoritairement dans leur pays. C'est le tourisme national ou domestique, on l'appelle différemment, hein, mais c'est la même chose. C'est le fait d'aller dans une autre région, mais à l'intérieur de son pays d'origine. Voilà, ouais. Pas cool. Alors, les flux touristiques se font majoritairement par avion. On avait vu le document, hein, et du coup ça pose un certain nombre d'enjeux au niveau de la pollution, le transport aérien étant le transport le plus polluant au kilomètre parcouru. Alors la majorité des touristes internationaux proviennent, eh bien c'est simple, il y a 3 bassins touristiques qui sont les principaux lieux d'arrivée mais aussi les principaux lieux de départ. Et ces 3 bassins ce sont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Boum! La majorité des touristes se rendent, et ben c'est la même chose. Europe, Amérique du Nord, Asie de l'Est. Bim bam tch. La majorité des mobilités touristiques internationales se font... Oh, je suis coquin. Mais je suis coquin parce que là tout à l'heure, je vous avais dit que la majorité des mobilités touristiques se font à l'intérieur d'un même pays. Mais là, il y a écrit international. Est-ce que vous pouvez faire une mobilité touristique internationale sans quitter votre pays? Eh bien non, si vous ne le quittez pas, c'est pas international. Donc ça ne peut pas être à l'intérieur d'un même pays. Mais donc c'est à l'intérieur d'un même continent, ce qu'on appelle les mobilités régionales ou intracontinentales. Là, c'est vraiment archi coquin. Hein. Alors, quelle part du PIB international le tourisme représente-t-il? 10%. Boum. Quelle est la forme de tourisme la plus répandue? C'est le tourisme balnéaire. La plage, la playa avec les cocktails, les cocotiers, tout ça, tout ça. Comment nomme-t-on le tourisme à l'intérieur de son propre pays? 2 réponses attendues. National. Intracontinental, c'est non, c'est à l'intérieur de même continental. Intercontinental, c'est entre plusieurs continents. Domestique aussi, ce sont 2 mots qui signifient la même chose. Quels sont les bassins touristiques secondaires? Secondaire, on a le bassin méditerranéen, les Caraïbes et l'Asie du Sud-Est. Lesquelles de ces villes sont touchées par le surtourisme? Alors Dubrovnik qui était le lieu de tournage
de toutes les scènes qui se passaient à Port-Réal dans la série Game of Thrones, et qui, en raison de ça notamment, est devenu très très prisé des touristes. Venise, comment passer à côté de ce magnifique reportage? Ce petit extrait que je vous ai mis là, vous voyez les paquebots qui sont arrêtés par des habitants de Venise, qui leur font des petits signes pas très courtois, hein, et on a ce petit touriste qui leur fait un petit coucou comme ça. Bon, Bordeaux non, Bordeaux ça va encore, et Santorin en Grèce aussi. Alors, oh la question piège. Mais je l'ai dit, hein, question difficile, hein. Bon, donc j'annonce. Lesquels de ces critères provoquent une baisse de la fréquentation touristique? Le manque d'infrastructures? Eh ben oui. Il y a peu de gens qui se disent bon, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de route, c'est pas grave, on y va à pied, on va faire du camping. Non, généralement, ce que veulent les touristes, c'est un aéroport pour pouvoir arriver là où ils veulent, un joli taxi qui les attend, et puis un bel hôtel avec tout le confort. Hein. Ce paradoxe finalement du touriste qui cherche du dépaysement, mais sans quitter son confort, un dépaysement soft, pourrait-on dire. Le coût de la vie, pas vraiment. Pas vraiment parce que généralement, on voit que les régions qui attirent beaucoup de touristes sont des régions où le coût de la vie est élevé. Regardez l'Europe, l'Amérique du Nord, et pourtant les touristes y vont. Donc c'est que le coût de la vie, c'est pas prépondérant. Les attentats, par contre, ça fait peur. Surtout que dans un certain nombre de pays, les groupes terroristes visent justement les lieux touristiques. Hein, je pense à la Tunisie, en se disant que si ils frappent le tourisme, comme le tourisme compte pour une part considérable dans l'économie du pays, finalement c'est toute l'économie du pays qui risque de s'effondrer. Les régimes dictatoriaux, on pourrait penser que oui, et en fait non. En fait non, alors oui, bon, je connais un copain, mais il est un petit peu bizarre, qui a visité la Corée du Nord, mais généralement, vous me direz que les dictatures, ça n'attire pas les touristes. Mais tout dépend de ce qu'on entend par dictature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Thaïlande est sous un régime dictatorial. Il y a eu un coup d'État il y a longtemps, hein, il y a au moins près de 5 ans, où l'armée a pris le pouvoir. Hein, et néanmoins, vous, en tant que touriste, si vous allez en Thaïlande, vous ne risquez rien. Parce que certes, c'est une dictature, mais c'est une dictature qui a compris que de toute façon, pour l'économie de son pays, le tourisme est vital. Donc il fera en sorte que les touristes soient choyés. C'était le cas, par exemple, en Tunisie aussi, à l'époque du dictateur Ben Ali. Il y avait un dictateur, en Tunisie, c'était Ben Ali, mais ça n'empêchait pas les touristes de venir et d'être très très bien accueillis. Ou en Égypte, au temps de l'autre dictateur qui était là, Moubarak. Donc voilà, le tourisme peut cohabiter avec des régimes dictatoriaux si ces régimes-là ont l'intelligence de comprendre que le tourisme est vital à leur économie. Et c'est vrai que intelligence et dictateur, ça ne va pas tout le temps ensemble. Quels acteurs captent l'essentiel des recettes touristiques? Eh bien, ce sont les compagnies aériennes et les agences de voyage. On l'avait vu, ça c'est problématique parce que généralement elles sont aussi basées dans les pays du Nord. Donc du coup, même du tourisme qui se ferait dans les pays du Sud, eh bien, la grande partie des bénéfices retournera dans les pays du Nord. Qu'est-ce que l'écotourisme? Un tourisme peu cher? Et non. Éco, ça peut être comme économie, mais écologie. Là, c'est écologie. Donc c'est un tourisme centré sur la découverte de la nature, le respect de l'environnement et la culture locale. Quel pays s'est spécialisé dans l'écotourisme? On en a quand même assez parlé, hein, c'est le Costa Rica. Costa Brava, et oui, ça ressemble, mais non, la Costa Brava, c'est une partie de la côte espagnole, et là, on n'est pas du tout dans de l'écotourisme. Le but du tourisme équitable est de favoriser les populations locales. Oui. Diminuer la part de bénéfices accordés aux pays du Nord. Oui. D'aider au développement social. Oui. De fournir les mêmes prestations pour tous ses clients. Justement, non. Parce que c'est un tourisme qui va plutôt s'adapter pour le coup là, et à celui qui part, et à celui qui reçoit. Donc équitable, en fait, c'est équitable pour les populations qui vivent du tourisme, mais pas pour, c'est pas au sens de équitable pour les clients. Quel est le principal avantage du tourisme local sur le tourisme international? Eh bien, comme vous ne vous déplacez pas à l'étranger, vous polluez moins.
il coûte forcément moins cher, et non, pas forcément. Pas forcément. Et ouais, question piège. Pourquoi pas forcément? Eh bien, vous allez passer 3 semaines de vacances en France, ça vous reviendra probablement plus cher que 3 semaines de vacances en Tunisie. Parce que certes, il faut payer le billet d'avion pour aller en Tunisie, mais de toute façon, le prix n'est pas excessif, du fait notamment des compagnies low cost qui proposent des billets d'avion vraiment pas chers. Et puis, une fois sur place, la vie coûtera beaucoup moins cher. Donc le tourisme local n'est pas forcément plus cher si vous êtes originaire d'un pays du Nord où le coût de la vie est élevé, comme la France. Le tourisme local peut vous revenir plus cher que le tourisme international. Mais par contre, vous polluerez moins, au moins au niveau des mobilités, du transport. Et c'est clair qu'un dépaysement, vous avez moins de chances d'être dépaysé dans du tourisme local que dans le tourisme international. Encore que, parfois il y a des choses pas très loin de chez soi qui sont vraiment magnifiques. Je fais un petit placement de produit pour Cordes-sur-Ciel, par exemple, que l'on peut retrouver pas très loin de chez nous, ou Lautrec, avec ce magnifique moulin de Lautrec, ou l'abbaye de Sorèze. Enfin voilà, on a des choses vraiment très jolies à voir chez nous d'ailleurs. Alors, ce texte ci-dessous fait référence. Alors, que nous dit le texte ci-dessous? La ville est envahie par les touristes, ce qui entraîne la fermeture des commerces de proximité au profit de boutiques de souvenirs. On estime à plus de 28 millions le nombre de touristes en 2016, soit 1 habitant pour 400 touristes. Ouais, déjà ça commence à faire beaucoup de touristes, donc on peut au moins cocher tourisme de masse. Quand vous avez 1 habitant pour 400 touristes, pas mal quand même. Une partie de ces visiteurs arrivent par la mer dans des paquebots. Ah, ben s'ils arrivent par la mer, dans des paquebots, c'est du tourisme de croisière. Les vagues causées par les manœuvres de ces monstres de la mer, donc encore une référence aux bateaux de croisière, font même vibrer la basilique Saint-Marc. Pour faire face à cela, les très gros bateaux avaient été interdits en 2013, décision annulée en 2015, puis rétablie en 2019. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La première interdiction avait fait perdre un demi-million de passagers à la ville et près de 283 millions d'euros. L'équilibre est ainsi délicat à trouver entre les enjeux économiques, écologiques et sociaux pour cette ville ultra dépendante du tourisme. Je les taquine en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais en fait c'est intéressant parce que ça nous montre ce qu'on appelle en géographie un conflit d'usage. Un conflit d'usage, c'est quand des acteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'utilisation d'une même ressource ou d'un même lieu. Là, en l'occurrence, Venise. Et finalement, oui, les habitants peuvent râler parce que ça fait trop de touristes, ça fait des bateaux qui viennent dégrader la ville. Mais si on interdit à ces bateaux d'accoster, eh bien, on perd 500 000 touristes par an. Et si on perd 500 000 touristes, on perd aussi 280 millions d'euros. Donc de l'argent. Donc comment concilier finalement la préservation de l'environnement, la préservation d'un cadre de vie agréable, c'est-à-dire les enjeux économiques et sociaux, avec l'argent, c'est-à-dire les enjeux économiques. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas, ce texte faisait référence au tourisme de masse et au tourisme de croisière. Pas le tourisme balnéaire, hein. Le tourisme balnéaire, c'est pas juste arriver en paquebot, c'est rester sur le bord de plage et profiter de la plage, de la mer et des infrastructures de littoral. Alors, le texte suivant fait référence à une jeune Française raconte son séjour dans un pays d'Amérique centrale. Amérique centrale, normalement, on dit tiens, en plus on va travailler sur le Costa Rica, déjà ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Bon, à mon arrivée, je découvre le lieu et son mode de vie. Il s'agit d'un espace très ouvert sur l'extérieur, notre dortoir n'a que 3 murs, ce qui nous permet de nous réveiller avec vue sur la nature et au son du cri des aras qui volent au-dessus de nous dans le ciel. Donc évidemment, on valorise la biodiversité. La salle de bain consiste en 2 lavabos sous un préau, même les toilettes sont à ciel ouvert. Ouais, c'est un concept. Il y a aussi un kiosque où l'on peut lire, jouer de la guitare, se mettre dans un hamac. La famille Tika m'explique les règles de vie. Les toilettes, ce sont des toilettes sèches dont les dépôts sont récupérés au bout de quelques mois pour en faire du compost. Bon, les douches, pas d'eau chaude, c'est de l'eau de pluie récupérée, on doit économiser l'eau. On fait le tri sélectif, presque zéro électricité. Bon, quand on lit tout ça, on voit que là, quand même, la préservation de l'environnement, elle est assez prépondérante. Donc c'est que c'est de l'écotourisme. Alors je me dépêche de finir parce qu'il y a mon fils qui arrive. Dubaï est un pôle migratoire et un pôle touristique. Non, ce n'est pas la capitale du Qatar, c'est la principale ville des Émirats Arabes Unis, et ce n'est pas une mégapole, parce qu'une mégapole, il faudrait qu'il y ait 10 millions d'habitants. Voilà, et regardez ce que mon fils m'apporte. Donc
Voilà. Eh bien, Nounours, enfin il s'appelle pas Nanours en fait, il s'appelle Bébé Baruch, comme Baruch Spinoza. Ouais, on a un peu des intellos à la maison. Eh bien, Bébé Baruch, il tient à vous féliciter parce que vous avez quand même près de 14 de moyenne à ce QCM. Bravo! Bravo! Et tout de suite, sans transition, nous allons faire la correction de cette fameuse étude de cas sur Dubaï. Allez, au travail! Nous allons donc procéder maintenant à l'étude de cas portant sur Dubaï, qui était divisée en deux parties. Une première partie à faire avec les documents que je vous avais envoyés qui portaient sur Dubaï comme pôle migratoire. Et ensuite une deuxième partie qui est à porter sur les documents de votre manuel qui s'intéressait à Dubaï comme pôle touristique. Donc déjà, Dubaï, c'est un petit peu compliqué parce que finalement, vous êtes dans un État qui est un État fédéral, les Émirats Arabes Unis, dont la capitale est Abu Dhabi. Et au sein des Émirats Arabes Unis, il y a donc plusieurs États, dont l'Émirat de Dubaï, qui est un peu l'équivalent de la Californie pour les États-Unis, dont Dubaï est la ville principale. Et on pourrait dire que Dubaï, c'est un petit peu la capitale économique des Émirats Arabes Unis, alors que Abu Dhabi, même si c'est quand même une métropole puissante, reste surtout la capitale politique. Donc la première question, c'était d'où proviennent la majorité des migrants à Dubaï. Donc deux documents. Ce document-là qui nous le présentait par pays, donc les migrants venant à Dubaï viennent majoritairement d'Inde, presque 3 millions, du Bangladesh 1 million, du Pakistan 1 million, et d'Égypte 700 000. Et les Philippines 500 000 à peu près. Donc ce qu'il y a de commun avec toutes ces flèches, c'est que ce sont majoritairement des pays d'Asie. Et c'est aussi ce que montrait ce document-là, 2,3 millions de migrants à Dubaï proviennent d'Asie, soit 85% du total. Pour quelles raisons immigrent-ils à Dubaï? Dans quelle catégorie de migrants cela les place-t-il? Alors, on voit ici que une partie des migrants travaillent dans le secteur du bâtiment, donc des emplois à faible qualification et faiblement rémunérés. On a là un document qui est un petit peu complexe parce qu'on nous dit que finalement, ces migrants sont à la fois qualifiés et non qualifiés. Donc finalement, il y a une majorité de migrants non qualifiés qui ils viennent pour des pour des travaux type le bâtiment, enfin pour des emplois que les habitants de Dubaï ne veulent pas. Et une autre partie qui est probablement à chercher dans les occidentaux, dans ces 3% là, qui là sont eux probablement dans la main-d'œuvre qualifiée et qui viennent aider au développement du tourisme, etc. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez un migrant qualifié ou non qualifié, vous venez à Dubaï pour le salaire, parce que le salaire il sera plus élevé que dans votre pays d'origine, donc vous faites partie des migrants économiques. Et d'ailleurs, c'est précis ici, la plupart d'entre eux travaillent dans les chantiers, dans la restauration et l'hôtellerie. Donc là, on est plutôt dans des emplois peu qualifiés. Dans quel secteur sont-ils employés? Pourquoi? Alors, ils sont employés dans les secteurs les moins rémunérés de la société. Pourquoi? Probablement parce que la population locale ne veut pas de ces emplois, que ce sont des emplois dangereux ou extrêmement fatigants, comme on imagine le fait que ces ouvriers travaillent 14 heures par jour sous des températures pouvant aller à 50 degrés l'été.
Et en plus, quand on voit les conditions de logement dans lesquelles ils vivent, on peut imaginer que ce sont des travailleurs pauvres, hein, qui du coup viennent là pour essayer de gagner plus d'argent qu'ils ne gagneraient dans leur pays d'origine, mais qui pour autant ne mènent pas la belle vie en quelque sorte à Dubaï. Il faut savoir en plus, hein, ça je l'ai vu dans un reportage, qu'un certain nombre de travailleurs indiens se font confisquer leur passeport et donc ne peuvent pas repartir. Donc on est dans du quasi-esclavage, ce qui est assez préoccupant d'ailleurs. Et d'ailleurs, là, il le précise, les droits du travail et au regroupement familial sont quasi inexistants. Les droits du travail sont quasi inexistants. Bon, ça peut quand même un peu nous préoccuper. Enfin, peut-on dire que Dubaï est une société cosmopolite? Alors c'est une bonne question. Là on a le titre de ce document, Dubaï, un émirat cosmopolite. Donc on serait tenté de répondre oui. Alors on nous dit que dans les Émirats arabes unis, il y a 90% d'étrangers, et pour ce qui est de Dubaï, 83% de ses habitants seraient nés à l'étranger. Donc ça semble être par définition ce qu'est une société cosmopolite, c'est-à-dire une société où on a des habitants d'origine très variée qui se côtoient. Cependant, malgré le fait que nous avons à Dubaï des populations d'origine différentes, on a deux éléments qui nous permettent de nuancer ça. C'est que déjà la grande majorité des migrants qui viennent à Dubaï proviennent de pays majoritairement musulmans. Égypte, Jordanie, Soudan, Yémen, Indonésie, Pakistan, Bangladesh et même l'Inde. N'oublions pas que l'Inde est un pays qui comporte à peu près 20 millions de musulmans. Donc, il y a un grand nombre d'Indiens parmi ces 2,8 millions qui sont probablement des musulmans. Deuxième élément qui permet de nuancer ce côté cosmopolite, c'est le fait que les pays du Golfe Persique, dont les Émirats arabes unis, ne cherchent pas à intégrer cette main-d'œuvre dans leur société. C'est-à-dire, elle est là pour travailler sur une mission de courte durée et ensuite repartir dans son pays. Elle n'a pas vocation à rester. Et ce qui le prouve, c'est le fait qu'il n'y a pas de regroupement familial. C'est-à-dire que le travailleur qui vient à Dubaï ne peut pas venir avec sa famille. Donc il vient lui seul pour travailler, mais on ne l'invite pas à s'installer dans la société durablement. Donc on peut dire qu'il y a une mise à l'écart de ces migrants dans la société, et que du coup, on pourrait croire, du fait de l'origine très variée des habitants de Dubaï, que c'est un endroit cosmopolite, mais du fait de la volonté affirmée de cette ville de ne pas intégrer durablement les populations, et dans le fait de les laisser vivre dans des endroits à l'écart entre eux, on peut dire qu'il y a quand même plutôt une mise à l'écart et que là, ça ne relève pas véritablement d'une société cosmopolite. Alors nous allons maintenant nous interroger au tourisme à Dubaï, hein, puisque ici, il n'y avait que ce document qui faisait le lien entre les deux, où on voyait que finalement, s'il y avait déjà beaucoup de migrants, 2,7 millions, qui représentaient la grande majorité de la population, c'est quand même étonnant, c'est un pays où finalement la population d'origine du pays est minoritaire dans ce pays. Eh bien on voit que le nombre de touristes est encore plus important. C'est-à-dire que il y a en moyenne chaque année à Dubaï 5 touristes pour un habitant. Et en plus, il y a la volonté que le nombre de touristes continue à augmenter. Alors c'est ce que nous allons voir du coup tout de suite. Donc place maintenant à l'étude de cas sur Dubaï pôle touristique. Bon, les documents sont d'une qualité médiocre, mais c'est ce que j'ai obtenu là en prenant les photos. Ouais, bon, j'ai ça. Donc n'hésitez pas, vous, à ouvrir votre propre manuel pour avoir des documents agréables, consultables sous les yeux. Donc la première question, c'était quels grands aménagements ont été réalisés à Dubaï pour attirer et accueillir les touristes? Eh bien, déjà des hôtels. Là, vous avez l'hôtel Atlantis, qui est situé
tout au bout de la Palmeraie, hein. La Palmeraie, c'est une sorte d'îlot artificiel, hein, construit avec du sable prélevé sur les fonds marins, où on construit des, des villas touristiques. Donc là, c'est grand luxe, hein. Surtout, vous voyez que quand on voit les immeubles derrière, la densité de population y est très forte. Donc s'offrir des petits logements comme ceci relève véritablement du luxe et d'un projet touristique qui est complètement artificiel. On crée quelque chose en partant de rien. Donc des infrastructures pour héberger les touristes et aussi on imagine au moins des aéroports, des axes de transport, et ici on voit une route, pour aider au déplacement des touristes. D'ailleurs, c'était là où il fallait aussi exploiter ce document 3, où on a finalement des... comment dire, un centre commercial, on y explique que l'on peut faire du shopping en vacances, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui est à l'origine finalement de cette publicité, c'est une compagnie aérienne. Et donc finalement, on est en lien avec le fait que Dubaï est un pôle touristique, mais en plus, c'est un hub aéroportuaire, c'est-à-dire c'est un endroit qui concentre le trafic avant de le répartir. Alors, quels atouts géographiques et politiques ont favorisé le développement du tourisme? Alors, les atouts géographiques. Eh bien, on peut dire le climat. On est dans un climat aride, mais qui, bon, dans un cadre d'un tourisme de luxe, où vous avez des hôtels climatisés, etc., bon, qui peut être rendu confortable aux visiteurs. Et c'est du tourisme urbain, de ville. De toute façon, les villes sont généralement les espaces les plus touristiques. Le document 2 nous dit que c'est du tourisme finalement où on attire des populations plutôt riches, qu'elle a des infrastructures très moderne. On a vu dans le cours que le touriste cherche le dépaysement, mais tout en gardant son confort. Et comme les touristes proviennent généralement des pays à haut revenu, eh bien il est habitué dans son quotidien à avoir quand même un haut niveau de confort, donc il recherchera ça et il le trouvera à Dubaï. Et puis, on nous parle des atouts géographiques. Eh bien, Dubaï est situé à la jonction quand même de 3 continents que sont l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et alors, politique, c'est un petit peu plus compliqué. En quoi ce serait politique? Eh bien, c'est dit ici, c'est un endroit de stabilité. Il n'y a pas de guerre aux Émirats arabes unis, il se tient plutôt à l'écart justement des conflits, et donc du coup, c'est une des rares destinations sûres du Moyen-Orient. Et donc d'ailleurs, on le voit bien, on nous dit que les touristes proviennent d'Europe, enfin que Dubaï est situé entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et c'est bien de ces continents-là que proviennent l'essentiel des touristes, hein. Afrique, Europe, donc Europe de l'Ouest, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, 4 millions, plus au Royaume-Uni, ça ferait 5 millions. L'Asie, dans l'Inde, et puis bon, il y a aussi les pays riverains, mais même s'ils ont un poids considérable, 3 millions de touristes en 2017, c'est le seul qui est en diminution. Donc il y a visiblement à Dubaï la volonté de passer d'un tourisme régional à un tourisme intercontinental. Par quoi les touristes sont-ils attirés à Dubaï? Quel type de clientèle est recherché? Eh bien, les touristes sont attirés par des infrastructures de luxe, par le fait de faire des achats,
et de visiter des bâtiments impressionnants. Donc on recherche une clientèle extrêmement riche. L'enjeu à Dubaï, il n'est pas tant d'accueillir un grand nombre de touristes que surtout d'accueillir des touristes à haut pouvoir d'achat qui vont dépenser beaucoup. Par exemple, on pourrait mettre ça à l'image de la France. La France est le pays du monde qui accueille le plus de touristes. Néanmoins, nous ne sommes que le 3e pays au monde au niveau des recettes, c'est-à-dire des rentrées d'argent. Ce qui veut dire que certes, il y a beaucoup de touristes qui viennent en France, mais que tous ces touristes-là dépensent moins que les touristes qui vont aux États-Unis ou en Espagne, même s'ils sont moins nombreux. Donc l'enjeu finalement, il n'est pas normalement d'attirer beaucoup de touristes, il est d'attirer beaucoup de recettes touristiques. Et c'est le pari qu'a fait Dubaï. Le pari d'attirer des touristes à haut revenu. Dernière question, pourquoi le tourisme à Dubaï peut-il être qualifié de secteur florissant ? Eh bien, on peut dire que le tourisme à Dubaï peut être qualifié de touriste de secteur florissant parce que il est en forte hausse. Il a augmenté de 6,6% en l'espace de seulement un an, entre 2016 et 2017. Seuls les pays riverains des Émirats Arabes Unis sont moins nombreux à se rendre dans cette ville, alors qu'au niveau de toutes les autres destinations, là on voit que le nombre de touristes augmente. Et on voit que ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a le projet d'accueillir de grands événements internationaux comme l'exposition universelle par exemple. Donc finalement, on est sur un projet à long terme. D'où l'idée aussi de faire de l'aéroport de Dubaï le plus grand aéroport du monde. Donc on veut en faire un centre véritablement du tourisme international pour penser l'après-pétrole. C'est-à-dire que les Émirats Arabes Unis savent que les ressources fossiles sont limitées, qu'il y aura un temps où elles auront toutes été extraites et où on ne pourra plus les vendre, et donc ils cherchent à diversifier leur économie pour ne plus être dépendants de l'argent du pétrole, mais pour pouvoir vivre notamment du tourisme. Voilà. Donc finalement, on peut dire que Dubaï est un pôle migratoire et touristique majeur, mais que l'un est le revers de l'autre. Je m'explique dans le sens où il y a beaucoup de migrants qui viennent à Dubaï, il y a beaucoup de touristes qui viennent à Dubaï, mais ce ne sont pas du tout le même type de population. Ce sont plutôt des travailleurs pauvres, originaires de pays riverains, qui viennent travailler à Dubaï, alors que ce sont plutôt des touristes très riches, provenant de pays parfois très lointains, qui se rendent à Dubaï en tant que touristes. Donc la sociologie des touristes de Dubaï est à l'opposé de la sociologie des migrants qui y viennent. Donc nous avons terminé ce cours de géographie et ces 2 chapitres qui étaient consacrés finalement aux enjeux migratoires et touristiques dans le monde. Le prochain chapitre sera finalement encore une façon de mettre l'accent là sur la France, puisqu'on s'intéressera aux mobilités, au transport en France. Donc cette notion finalement de déplacement de population que nous avons vu dans les 2 précédents chapitres, nous allons maintenant l'appliquer à la France, mais ce sera dans longtemps, parce que maintenant je veux qu'on refasse un peu d'histoire, même beaucoup d'histoire, et que l'on s'intéresse à la France et à l'Angleterre à la période moderne, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle. Alors avant de terminer, je voulais juste vous montrer ce travail qui m'a été fait par une élève, qui est intéressant parce que ce n'était pas le travail demandé. Moi j'ai demandé juste de faire quelque chose de très classique, les réponses aux questions. Et là on a un bilan qui était fait avec introduction, 2 parties, conclusion,
qui est en fait une analyse de documents. Mais une analyse de documents extrêmement bien faite et difficile parce que normalement une analyse de documents telle que je vais vous préparer à la faire, ce qui vous attend au bac, c'est maximum 2 documents. Là, vous en aviez près d'une dizaine. Donc faire une analyse de documents cohérente grâce à 10 documents, c'est quelque chose de très difficile qui a été fait là. Donc voilà, j'ai répondu à cet élève, c'est pas grave, tu n'as pas fait l'exercice demandé, mais tu as fait quelque chose de beaucoup plus difficile que l'on va travailler ensemble parce que, je vous l'avais bien dit cette année, il y a 3 épreuves qui vous attendent pour les épreuves type bac que vous passerez dès l'année prochaine. La réponse à une question problématisée que l'on a beaucoup vu, qui en fait remplace l'ancienne composition. Le croquis, sur lequel on a aussi pas mal travaillé, puisqu'en plus c'est un croquis à partir d'un texte. Et il reste maintenant un autre exercice, une nouvelle méthode à voir qui n'est pas évidente, qui est l'analyse de documents, où finalement il faut trouver le bon équilibre entre prélever des informations des documents et ajouter des connaissances, ajouter des notions clés en lien avec ce que l'on voit dans le document. C'est ce qu'on appelle la contextualisation. Donc voilà, je voulais en profiter pour féliciter cet élève qui avait finalement toute seule construit la méthode que l'on travaillera ensemble. Là, j'attends vraiment que l'on se revoie en classe normale pour aborder avec vous l'analyse de documents parce que c'est quand même un point de méthode très important et soyez assurés que je ne vous laisserai pas partir en première sans être sûr et certain que vous maîtrisez cette méthode aussi bien que les 2 autres, de manière à ce qu'une fois que vous seriez en première, vous soyez sûr de bien maîtriser les aspects méthodologiques, qu'il n'y ait pas de difficultés de ce type pour vous l'année prochaine. Allez, et bien écoutez, à bientôt du coup pour une vidéo d'histoire cette fois-ci qui sera consacrée à la France à l'époque moderne.